à tous, alors aujourd'hui je suis ravie d'être dans une très belle entreprise qui s'appelle Tata Consulting Services en compagnie de Grégoire avec son équipe. Bonjour Grégoire. Bonjour Cécile. Alors Grégoire, est-ce que vous pouvez nous présenter bien sûr à la fois Élodie et Vincent et puis nous dire ce qu'est TCS, bien sûr. TCS. Alors TCS, nous on fait partie des 3 premières entreprises mondiales de services numériques. Donc on déploie tous ces services digitaux et notamment l'IA dans des grandes entreprises. Et on fait partie du groupe Tata, qui est le plus gros conglomérat indien. Moi je suis directeur de l'innovation et de la transformation en France. Et mon rôle c'est d'aider nos clients à amener l'innovation et les idées dans la vraie vie, dans le monde réel. Et aujourd'hui effectivement je suis venu avec Élodie et avec Vincent qui vont se présenter. Donc, ravie, Bonjour Cécile. Élodie. Donc, Élodie, moi je suis responsable de la partie design et digital experience au sein de TCS. Donc vous êtes sur tout ce qui est design thinking, customer Exactement. journey, persona, Exactement. l'intelligence collective et les workshops, la créativité. Absolument, c'est exactement ça, vous l'avez très bien résumé. Et donc Bonjour. bonjour, Vincent Sibelli. Ben, moi je suis l'autre partie du couteau suisse avec Élodie, c'est-à-dire que je m'occupe de la technologie, donc je suis en charge de toute la partie technologie donc pour pouvoir donner vie aux idées qui ont émergé de nos conversations avec les clients. Alors aujourd'hui, nous allons parler de générative AI et nous allons parler donc d'IA générative et nous avons essayé de comprendre comment vous abordez ce sujet avec vos clients puisque vous êtes une entreprise de consulting et vous êtes expert au niveau international des nouvelles solutions du futur du travail. Alors ma première question est très simple. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cas d'usage actuels qui sont aujourd'hui déployés, co-construits avec vos clients au niveau international? Bien sûr. Alors, nous on a classé les cas d'usage sur 3 familles en fait qui suivent un peu le niveau aussi de maturité et de complexité qu'on a appelé assist, l'assistance, augmente, l'augmentation et puis transforme qui est vraiment réimaginer la façon dont on travaille, donc le futur du travail. Aujourd'hui, la plupart des cas qui sont en production sont plutôt dans le domaine de assist. Donc par exemple, pour une entreprise de services industriels, c'est d'équiper ses équipes techniques avec des assistants qui vont leur permettre de répondre à des questions techniques sur un équipement en fonction de la documentation, de pouvoir suivre les normes. Ou alors ça peut permettre à cette même entreprise de créer des nouveaux produits, des nouveaux services, par exemple pour leur filiale qui fait du consulting en décarbonisation, d'arriver dans une usine, de pouvoir ingérer toute la donnée de cette usine, de pouvoir faire des recommandations sur quelle est la meilleure feuille de route pour décarboner. D'accord. Ensuite, on a les sujets d'augmentation. Les sujets d'augmentation, c'est finalement comment est-ce qu'on peut donner plus de responsabilités sous forme d'agents. Et cette fois, non seulement avoir un assistant qui permet de répondre à des questions, mais qui permet aussi de prendre des actions dans le monde réel et donc à qui on puisse déléguer une partie du travail qui était fait jusque-là par les équipes. Donc on a ce type de cas d'usage, par exemple, typiquement dans les centres d'appel, dans les services desk. Voilà, on vous a montré quelques exemples. À grande échelle, TCS, notamment, on travaille avec une grande entreprise américaine de services électroniques et ces agents gèrent 30 000 conversations par jour. Et à 90%, en fait, ils comprennent quelle est l'intention et ils sont capables de donner la bonne réponse, de router l'appel vers la bonne personne ou de prendre une action si c'est des questions simples. Et puis on a les sujets, on va dire, plus de transformation. Et là, on vous a aussi montré ce qu'on peut expérimenter. Et notamment, on a créé récemment une design fiction sur, finalement, imaginons que demain, chacun d'entre nous, on ait un écho, une sorte de double de nous-mêmes, d'avatar, qu'on puisse synchroniser avec, par exemple, l'entreprise avec qui on travaille et à qui on puisse déléguer des tâches et qui puisse prendre des actions, on va dire, pour nous. Par exemple, dans un process de onboarding d'un nouveau collaborateur, voilà, moi je suis en vacances et je demande à mon écho de se connecter avec les RH de l'entreprise pour gérer les dernières formalités administratives, régler mon premier jour d'arrivée, voilà, etc. Et là, on voit bien que, en fait, voilà, dans un monde où on a à la fois des IA, des agents, des avatars, des humains, ça repose complètement la question de l'organisation et du travail en entreprise. Impressionnant. Donc ça veut dire qu'en fait, on est vraiment aujourd'hui sur
de l'assistance avec des chatbots, avec des choses qui gèrent donc des informations de façon écrite, vocale ou autre. Ensuite, on est sur de l'augmentation où là, on commence à voir les agents, mais ça sera ma deuxième question. Et puis, on est sur de la transformation et vous pensez déjà au monde de demain et j'imagine avec certaines méthodes. Alors peut-être un point de vue de Élodie et Vincent sur cette première question, sur les cas d'usage ? Alors justement sur les cas d'usage, côté design, notre rôle c'est justement de faciliter l'appropriation pour savoir vers où on veut aller. Le client quand il vient nous voir, il n'est pas encore au fait de la direction qu'il veut prendre, de quel cas d'usage va faire le plus de sens par rapport à sa stratégie d'entreprise. Donc nous on l'aide à justement faire le tri dans tous ces cas d'usage et à voir celui qui va être le plus pertinent. Ça s'appuie sur des méthodologies type design thinking ou autre. On n'est pas toujours en train d'utiliser le design thinking. On peut parfois même créer de toutes pièces un framework qui va servir à un but bien précis. Donc il y a ce côté identifier le cas d'usage et aussi s'approprier le sujet du Gen AI, de comment ça va transformer l'entreprise. Ça se fait aussi au sein de cet espace que vous avez visité où on les met dans des situations, réelles de demain, à quoi va ressembler leur quotidien. Alors demain, vraiment demain, c'est pas encore la projection 2030. Donc demain, à quoi ressemble leur quotidien et comment les solutions qui ont été travaillées avec Vincent, elles sont mises en cas réel pour voir le comportement, comment ça se passe du côté de l'employé, comment ça se passe du côté de l'utilisateur final et ce que l'on a comme conclusion, c'est les réactions justement. Donc si je comprends bien, vous êtes sur la co-construction des meilleurs cas d'usage, Exactement. Ensuite peut-être sur son implémentation avec une méthodologie, et puis ensuite on passe la parole à Vincent qui lui va aider à ce qu'il y ait peut-être de la technique, de l'IA générative dans ces cas d'usage. C'est ça. Alors déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va démystifier l'IA générative. Ça fait 2 ans qu'on en entend parler, c'est extraordinaire, ça peut tout faire. Mais en fait, derrière, ce n'est qu'une technologie. Et donc le but, en fait, notre but, c'est d'expliquer ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Quelles sont les problématiques qu'on pourrait rencontrer. Je vais parler de la sécurité rapidement. C'est effectivement, je pense, le plus grand point, entre guillemets, noir à l'adoption de l'IA générative. Et donc nous, notre rôle, justement, ça va être d'expliquer comment ça fonctionne et comment on peut se prémunir des potentiels dangers. Et pour pouvoir démontrer tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement prototyper des démos réelles pour leur faire voir exactement comment est-ce qu'on peut implémenter l'IA générative sur différents cas d'usage et comment est-ce que ça va pouvoir aider nos clients dans leur processus actuel. Super. Alors là, on va tout de suite faire un bond et on va arriver à cette grande expression. Est-ce que c'est un buzz, pas un buzz? C'est vous qui me direz. Les agents. On parle beaucoup aujourd'hui de cette nouvelle possibilité avec les agents, c'est-à-dire en fait des solutions, si j'ai bien compris, qui permettent de prendre des décisions sans intervention humaine. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, de ce buzzword? Alors, je vais peut-être demander d'abord à Vincent d'expliquer ce que c'est qu'un agent. Très bien. Voilà. Merci Ouais, Vincent. tout à fait. Donc en fait, un agent, qu'est-ce que c'est? Ça va être effectivement donner à un modèle d'IA générative beaucoup plus de latitude et donc profiter de sa capacité de raisonnement pour pouvoir arriver à des décisions. Et en fait, les décisions, on va pouvoir les augmenter avec différents points d'entrée, alors ça va être très technique, mais des API ou alors des outils qui vont avoir à leur disposition et donc ils vont pouvoir, en fonction du contexte, se dire « Ok, je vais pouvoir utiliser cet outil pour résoudre une problématique et répondre à la question ». Voilà en gros ce qu'est un agent. Et effectivement, le système agentique n'est pas nouveau. Maintenant, on commence à en entendre de plus en plus parler. Et il y a quand même une chose qui est fait que l'agentique est beaucoup plus simple, c'est les SLM. Alors, SLM, qu'est-ce que c'est? Quand l'IA générative est arrivée avec du ChatGPT, on était dans le monde du LLM, donc du Large Language Model. Des solutions qu'on ne pouvait pas du tout héberger chez nous parce que beaucoup trop de puissance de calcul était demandée. Les SLM, ce sont des modèles qui sont beaucoup plus petits, qui vont permettre de faire une grande partie de ce que les LLM peuvent faire, mais par contre, on va pouvoir les héberger. Et du fait qu'ils soient plus petits, ils vont consommer moins de puissance de calcul, et en plus, on va beaucoup plus facilement les fine-tuner. Et donc, on va pouvoir se dire, je vais prendre un modèle fondamental,
je vais lui amener de la donnée supplémentaire pour lui donner une expertise. Et donc, une fois ce modèle fine-tuné, il va devenir un agent complètement autonome pour des tâches bien précises et donc rentrer dans une solution plus globale. Et le S, ça veut dire small. Small, tout à fait. Ok. Alors Élodie, comment vous faites pour justement faire réfléchir vos clients à ces scénarios avec des agents? Alors, déjà, je veux quand même raconter quelque chose d'intéressant. Vincent nous a aussi créé en interne des agents qui peuvent augmenter les... Vous travaillez avec des agents, vous avez fait vos agents. Alors, exactement. Quelle chance. Donc, l'objectif, le but de l'équipe design, c'est d'aller faire de l'observation de terrain, d'aller interviewer les clients qui sont les utilisateurs finaux et de revenir au PaySport et de travailler avec tout ce contenu. Seulement, parfois, on a besoin de retourner et de reposer des questions. Or, on ne peut pas passer notre temps à faire des allers-retours et à aller embêter nos clients. Donc, ce que Vincent a créé, c'est des Person AI. Donc, je nourris des personas de tout le contenu qui a été récolté pendant les interviews. Et ensuite, quand j'ai justement besoin de challenger les idées qui vont émettre, j'ai juste à poser la question à mon persona RH, à mon persona employé, à mon persona office worker. Donc, je challenge mes idées et j'ai des feedbacks qui me permettent d'avancer dans mon processus de création des identifications d'idées. Impressionnant. Oui, ça c'est... Grégoire, alors on voit bien que cette notion d'agent, ça pose plein de questions. Oui. Après, il y a des choses qui sont très prometteuses, et notamment en entreprise. Alors évidemment, il y a la capacité de prendre des actions qui sont simplement non seulement d'apporter les réponses, mais ensuite de pouvoir agir. Et puis ensuite, on imagine dans une grande entreprise, enfin ceux qui travaillent dans une grande entreprise verront tout de suite ce à quoi je fais référence, mais le nombre d'applications qu'on utilise au quotidien et la complexité, par exemple, quand vous êtes un nouvel arrivant, de comprendre, pour saisir une facture, voilà le process qu'il faut que je suive, comment il faut que j'y aille, etc., quelles applications il faut que j'ouvre. On a travaillé avec un client industriel l'autre jour. Dans ces usines, ils n'utilisent pas moins de 700 applications différentes dans les usines. Vous imaginez la complexité pour le travailleur. Bon. Et donc, ces agents, en fait, peuvent demain créer une couche qui simplifie, en fait, et de dire, au lieu d'avoir à aller dans tous ces écrans, etc., je parle avec des agents qui, eux, vont aller prendre les actions nécessaires, ouvrir la bonne application et suivre mes instructions, voire pouvoir le faire de façon autonome. Ce que je disais, par exemple, sur le helpdesk, lorsqu'il y a des actions qui sont relativement simples à prendre, sans risque, ils peuvent le prendre. Après, on voit aussi que ça crée du coup toute une série de questions sur... Finalement, c'est quoi la gouvernance du modèle, quid des aspects de sécurité, pour pas qu'évidemment les agents prennent n'importe quoi, des aspects de traçabilité pour comprendre ce qui s'est passé si jamais il y a des choses qui vont pas bien, les aspects d'éthique aussi, de se dire ça c'est ok qu'un agent puisse prendre ce type d'action, ça c'est pas ok. Et finalement, nos clients commencent à se poser la question de toute cette gouvernance à mettre en place pour dire comment est-ce qu'on surveille en fait les actions des agents. Comment est-ce qu'on peut les faire évoluer dans le bon sens, et puis comment est-ce qu'on crée la bonne collaboration entre les équipes et puis les agents, parce qu'en fait c'est pas deux populations, c'est on va dire des agents et les équipes humaines doivent travailler ensemble pour accomplir un certain nombre de tâches, et donc tout le sujet c'est comment est-ce qu'on met l'IA au service de l'humain et pas l'inverse. Ouais, c'est passionnant parce qu'on part d'un sujet qui est très technique, hein. Vous avez parlé des petits modèles, les small language models, et puis ensuite on parle d'un sujet qui est d'usage. Ça nous permet de pouvoir tester des solutions avec en gros un avatar de notre client. Et puis en fait, vous abordez finalement des solutions qui sont fondamentales, qui sont liées à l'éthique, au droit et bien sûr au travail, parce que ça va changer la façon de travailler. On va devenir quelque part des sortes de collaborateurs en coévolution avec des machines. Donc ma dernière question, c'est comment vous voyez le monde du futur du travail? Le travail va évoluer dans quel sens? Quels sont en fait les leviers pour que les humains acceptent et en même temps s'enrichissent et puis peut-être continuent à travailler? Alors, nous, quand on fait de la prospective, on essaye d'éclairer des futurs possibles. Et je crois, en fait, en tout cas, nous, c'est notre expérience, c'est que c'est pas possible de prédire, en fait, le futur, en fait.
ce qu'on peut faire, c'est éclairer des scénarios possibles. Et on voit bien que, par exemple, lorsqu'on a fait ce design fiction autour de, voilà, vous avez un avatar, vous avez un écho, ça a généré des réactions complètement opposées. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont immédiatement vu les opportunités, comment ça pourrait les aider, d'autres qui se sont dit, mais effectivement, c'est effrayant. Et en fait, le futur, c'est un peu ça. C'est-à-dire, c'est un peu, il y a des côtés excitants, il y a des côtés effrayants, et avec l'IA, on est complètement là-dedans. Et finalement, nous, le plus important, c'est de permettre à nos clients d'explorer les voies possibles et de dire ça pourrait aller bien dans ce cas-là ou ça pourrait aller mal dans ce cas-là, pour ensuite pouvoir rembobiner le film et se dire finalement, pour que ça se passe bien, c'est quoi les actions qu'il faut que je prenne aujourd'hui avec mes équipes. Et donc ça ramène à la vraie question de l'innovation qui est que finalement, vous avez un portefeuille d'idées avec 1000 idées. Si vous mettez des gens ensemble dans une entreprise autour d'une pièce avec les bons process de facilitation, ils vont générer des centaines d'idées qui seront pertinentes. C'est quoi l'idée qui va faire la différence en fait? Et faire la différence, c'est quelque chose qui est faisable, parce qu'évidemment, avant d'arriver sur des choses très futuristes, il faut commencer par faire des choses maintenant. Il y a toute la question de, voilà, est-ce que les systèmes sont prêts, la data, etc. Est-ce que c'est viable? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir financer ce que ça représente, qui a un coût aussi qui est lié à l'IA, et on parle de coût financier, mais aussi un coût environnemental aussi, c'est quoi l'empreinte carbone de tout ça? Et puis derrière, c'est quoi la désirabilité? Et là, on arrive vraiment par de dire, voilà, et là, c'est une question un peu plus philosophique, de dire, c'est quoi, moi, le futur de mon entreprise? Est-ce que ma vision, c'est une entreprise où j'ai plus aucun travailleur et j'ai plus que des machines qui travaillent automatiquement, et moi je collecte le cash à la fin du mois, ou sinon, comment est-ce que je vois justement le travail de demain? C'est quoi la valeur ajoutée de l'humain? On voit là, il y a des opportunités, parce qu'il y a des travails, par exemple, je parlais des call centers, du travail extrêmement fastidieux de répondre, de traiter des clients mécontents, et ça c'est aussi des opportunités pour faciliter le travail, mais en même temps on voit que derrière, voilà, c'est quoi la place de chacun dans l'entreprise. Alors vous avez évoqué un mot magique, peut-être que vous pouvez nous l'expliquer. Élodie, c'est quoi design fiction? Alors le design fiction, c'est un exercice qui permet de réfléchir sans limite. Ça permet à nos clients de se projeter. On leur imagine un futur où on leur fait vivre, on fait une vidéo promotionnelle, on montre à quoi ça ressemble, on le joue aussi, on crée un jeu de rôle pour montrer à quoi ça va ressembler, mais il n'y a pas de limite. Et ça fait réagir, forcément, puisque c'est un peu choquant, entre guillemets. On va arriver avec c'est pas forcément un point de vue, mais on va arriver avec un usage qui est celui qu'on pourrait projeter d'ici 2030, qui est un usage de société, qui n'est pas forcément un usage d'entreprise, mais cet usage qui s'est mis en place dans la société, comment est-ce qu'il va influencer aussi le monde de l'entreprise? C'est un peu ce qu'on s'est amusé à faire récemment pour un client. Ça l'a fait, comme disait Grégoire, ça l'a fait vraiment réagir entre le scary, oh my god, et le wow, j'ai envie de ça. Donc c'est intéressant et ça permet aussi à l'entreprise de positionner ses limites à elle-même. Bien sûr. Et alors, peut-être, dernier point de vue, le geek, la tech, le numérique. Alors, demain, en 2-3 phrases, c'est quoi après les agents? On va vers quoi? L'IA générale? Alors, c'est une grande question. Je ne vais pas pouvoir répondre à la question de l'IA générale parce que pour moi, on en est encore très loin. Je pense qu'on va arriver vers quelque chose de beaucoup plus stabilisé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans une évolution constante où la dernière technologie d'aujourd'hui va être obsolète demain. Et donc c'est vrai que c'est très difficile de se dire comment est-ce que je vais pouvoir construire mon SI avec une technologie qui potentiellement va devenir obsolète demain. Comment est-ce que je vais rentabiliser mon investissement? Donc pour moi, l'avenir, effectivement, c'est la stabilisation de la technologie pour arriver à quelque chose qui soit plus facilement, on va dire, intégrable au sein de nos sociétés. Merci à tous les trois pour vraiment ce partage passionnant. Je retiendrai au moins 3 idées. La première idée, c'est qu'on voit bien qu'en fait, bien, les agents, on en parle beaucoup en ce début d'année, bien, ça semble être quand même bien, j'allais dire une vague de fond. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent autour des agents et qu'en fait, il y avait avant les RPA. Aujourd'hui, avec leur lifting, ces agents vont nous proposer de la simplification, c'est la promesse. Et on a l'impression que dans les cas d'usage, il y a quelque chose qui se passe là. La deuxième idée, c'est qu'en fait, ici, j'ai beaucoup appris sur la méthode qui va bien plus loin que simplement l'intelligence collective ou le design thinking. Avec Élodie, on a vu bien, ces fameux clients AI,
les persona AI ou cette méthode du design fiction. Donc on voit bien qu'avec l'arrivée de l'IA générative, il y a une autre façon de penser qui n'est pas simplement la reproduction, ce qu'on a fait sur la transformation numérique. Et la dernière idée qui me semble intéressante, c'est bien le slogan de Tata Consulting Services, TCS, qui est Innovation and Ideas in the Real Life. C'est quoi? C'est qu'en fait, on a besoin de raccorder les idées parce qu'on est sur un nouveau territoire, on va vers une nouvelle planète avec l'IA générative, tous les nouveaux usages sont là à notre portée, à nous de les construire, mais en même temps, on a besoin d'ancrer tout ça dans notre vie actuelle, et c'est un peu ce pont, j'ai l'impression que l'entreprise essaye de faire, et ça me semble très intéressant parce qu'on va vers une hyper personnalisation. Et c'est Elodie tout à l'heure qui me disait qu'avant le marketing, on le pensait en cible, on le pensait en persona, et maintenant on le pense par rapport à l'individu. Et je crois que ça, c'est un sujet qu'il va falloir continuer à creuser. Merci beaucoup pour la visite et pour l'accueil. Et un petit merci et aussi à Séverine qui n'est pas dans la vidéo mais qui a tout organisé. Merci Séverine. Merci. Au revoir. Au revoir.